Culture Soccer. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à un autre épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, je suis rejoint par nos rédacteurs en chef, Adi Raphaël. Ça va bien, Adi Raphaël? Ouais, ça va et toi, Anthony de Varenne? Ça va très bien, ça va très bien. Et on est également rejoint par Antoine Latran. Ça va bien, Antoine? Salut, ça va très bien, Léo. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis vraiment content. Hein? On va parler de MLS aujourd'hui. Chers auditeurs, on va parler des rivalités MLS et par la suite parler de l'arrivée de Wilmer Cabrera à Montréal. Donc, ça va être un épisode assez chargé et assez mouvementé pour Adi Raphaël, puisqu'il a été assez choqué. Mais on va vraiment rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard. Mais vraiment aussi, je tiens à mentionner avant le début du podcast qu'on enregistre tout juste avant les matchs du samedi. Là, on enregistre vers midi, heure du Québec, le 24 août, le samedi. Donc, on risque de faire quelques pronostics, même si pour vous, les matchs vont être déjà joués. Donc, ça risque d'être vivement intéressant. Vous allez pouvoir voir c'est qui les vrais experts MLS de la team Culture Soccer. Donc, commençons directement, les gars. Vous êtes prêts? Ouais, C'est toujours parfait. prêt, comme un vrai scout. Parfait. Donc, on va y aller en ordre chronologique. On va commencer par une des plus vieilles rivalités en MLS, là, le DC United là, qui accueillait les Red Bulls de New York. J'aimerais ça, moi, Antoine, avoir ton avis là, sur le côté, pourquoi pas, un peu plus historique de la rivalité. Qu'est-ce que tu penses de cette rivalité là? Ouais, c'était une très belle rivalité parce qu'elle a commencé hyper tôt, en 96, genre avec le début de la ligue en fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 10 franchises, donc forcément, les distances étaient énormes et c'était un peu la seule rivalité qui était assez à proximité, en fait, les deux clubs l'un de l'autre. Parce que il me semble qu'il y a quelques heures de route, 4 heures, je crois, de route, 5 heures entre Washington et New York. Et donc, ouais, c'est une belle rivalité au début avec une coupe, l'Atlantic Cup, et des moments assez marrants comme quand les Red Bulls se sont fait racheter justement par la marque de soda. Il y a un joueur de DC qui, après avoir marqué un but, a pris une canette de Red Bull et on a craché a pris une gorgée et l'a craché par terre un peu pour se moquer de ça. Mais ça fait quelques années que la rivalité, elle s'est un peu arrêtée et aujourd'hui, avec le New York City FC, on peut dire que DC est un peu sur le côté, un peu comme Vancouver avec la rivalité de Portland-Seattle. C'est un peu dommage pour DC, mais ça reste quand même un match intéressant. Wow, Antoine, tu t'y connais. On dirait pratiquement que tu as écrit un article là-dessus dernièrement. Donc, oui, chers auditeurs, là, si vous voulez en savoir plus sur les rivalités MLS, là, je tiens à mentionner dès maintenant. Vous pouvez aller voir l'article fabuleux d'Antoine là, sur pratiquement tous les rivalités en MLS. D'ailleurs, ce match-là a fini 2-1 pour les Red Bulls grâce à des buts de Alejandro Guamera et Daniel Royer. Pour DC, là, c'était le nouveau venu, Ola Kamara, là, qui égalisait à la 55e minute avant que Daniel Royer marque le but de la victoire. Toi, Adi, tu as vu le match. Qu'est-ce que tu as pensé là, de cette rencontre? Ben écoute, c'est une rencontre assez... Oui, c'est une rivalité. Oui, il y avait... pour moi, c'était une rivalité qui s'était un peu estompée, comme l'a dit Antoine, mais durant ce match-là, ça n'avait pas l'air d'une rivalité qui s'était estompée. Hein. Les deux clubs étaient vraiment dedans. Ils essayaient le plus possible de montrer leur supériorité envers l'autre. Les Red Bulls, j'ai mentionné qu'ils ont gagné 2-1, mais ils ont aussi gagné à DC. Donc, ce qui est quand même très bon. Surtout que DC United, c'est pas une petite équipe. Les deux équipes ils se battent dans le haut du classement de la conférence Est. Il y a eu plusieurs petites choses dans ce match-là. En premier, Kaku Gamara, donc Alejandro Romero Gamara, il s'est réconcilié un peu avec le public. Ça fait quelques semaines. On se rappelle un peu de l'histoire où il avait frappé un supporter. Il avait lancé le ballon directement dans la gueule d'un supporter, puis il était suspendu pendant quelques temps. Et puis c'était un peu disgracieux envers les supporters en général, et ça a été très mal pris. Ça, c'était au début de la saison ou bien même à la fin de la semaine où
saison passée, je me rappelle plus trop. Mais maintenant, il a repris du poil de la bête, puis là, il commence à être de mieux en mieux. Vraiment, c'est le meneur de jeu de cette équipe-là. D'un autre côté, Wright Phillips, donc BWP, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Red Bulls, est beaucoup moins en vue. Il est souvent sur le banc, en fait, presque tout le temps sur le banc. Il rentre durant le match. Cette fois-ci, d'habitude, c'est Brian White qui est le titulaire avec les Red Bulls. Cette fois-ci, White a été blessé. Puis au lieu de donner un départ à Bradley Wright Phillips, il a donné à Chris Armas, a donné un départ à Tom Barlow. Tom Barlow a été pas mal, pas excellent, mais il n'a pas été mauvais non plus. Puis Wright Phillips est rentré, puis il n'a pas été excellent non plus, Wright Phillips. Donc, c'était pas l'attaque en tant que telle qui a gagné, mais c'est plus le milieu de terrain avec Aku Kamara, avec Royer, qui est toujours aussi précieux, qui a transformé son penalty. Et Ola Kamara du côté de DC, qui vient juste d'arriver à DC United, qui a marqué son premier but sous les couleurs de DC en 2 matchs, donc un seul but. Très beau but, au fait. Je vous conseillerais d'aller le voir. Par contre, il ne faut pas oublier que Wayne Rooney a été renvoyé durant ce match-là, dès la 24e minute. Un carton rouge à 100% mérité, comme d'habitude. Wayne Rooney, il pète une coche, comme on dit en bon québécois. Donc, il perd son sang-froid, puis il s'en va. Puis, quelques minutes plus tard, juste avant la fin de la première mi-temps, Amro Tarek reçoit un deuxième carton jaune, ce qui fait que les équipes, en deuxième mi-temps, jouaient à 10 contre 10. Donc, voilà. C'est à peu près ça durant ce match-là. Victoire méritée pour les Red Bulls qui, bien évidemment, sont passés devant DC United en date d'aujourd'hui. Donc, ils ont 27 matchs joués, 41 points, tandis que DC est à 28 matchs joués, 39 points. Donc, 4e de l'Est, 5e de l'Est. Ça commence... ce qui est bien, c'est que non seulement les Red Bulls sont passés devant, mais en plus, ça relance encore plus la course aux séries du côté de l'Est parce que ça fait en sorte que même les équipes derrière sont capables de se rapprocher de ces deux équipes-là. Donc, ça rend la lutte encore plus serrée entre la 4e et la 8e, 9e place. Et si on dirige de l'autre côté du pays, là, complètement, c'est le LAFC qui recevait les Earthquakes de San Jose. J'ai de la misère à apprécier une rivalité puisque... selon moi, il n'y a jamais vraiment eu de rivalité entre les deux clubs. Toi, Antoine, est-ce que tu prends cette confrontation-là comme une rivalité MLS? Non, pas du tout. Pour le coup, non, c'est juste c'est marrant parce que c'est un affrontement entre un peu les deux meilleurs entraîneurs de la saison, si on peut en tout cas les deux qui se positionnent le plus vers ce titre parce qu'ils ont vraiment complètement façonné leur équipe cette année ou l'année dernière pour Bradley. Mais Bradley contre Almeida, c'était un duel très intéressant. Mais non, c'est pas du tout une rivalité pour moi. Faudrait attendre un petit peu et voir San Jose. Pour les deux, le gros rival, c'est le LA Galaxy en fait. Donc, il faut voir un petit peu après si Sacramento rejoint la ligue, si ça peut être le rival de San Jose. Mais non, c'était vraiment un match entre deux grands entraîneurs surtout. Et j'imagine que Adi pourra en dire autant. Ouais, effectivement, en fait, tu l'as très bien dit, Antoine. Le vrai rival de ces deux équipes-là, c'est le Galaxy. Et je pense que par transitivité, la MLS a pensé que ces deux-là pouvaient jouer une certaine rivalité. Eux, ils l'ont considéré comme étant un match de rivalité quand ils ont présenté on s'entend que c'est la semaine des rivalités en MLS. Ils font ça comme un événement où toutes les rivalités se jouent toute la semaine. Et ils ont compté ça comme un match qui faisait partie de cette semaine-là. Il y a eu d'autres matchs qui ne faisaient pas partie de ces rivalités-là, mais qui ont été joués cette semaine. Mais bon, bref, finalement, il n'y avait pas photo entre les deux. Les deux entraîneurs, tu l'as dit, c'est les deux meilleurs entraîneurs en MLS cette année ou qui ont le plus impressionné cette année. Par contre, sur papier et sur le terrain, LAFC a écrasé San Jose, mais de tout, de 4-0, je dirais pas complètement du point de vue dans le jeu, mais en termes d'efficacité, en termes de résultats, en termes de talent, c'était tout, parce que San Jose a quand même fait un bon match.
C'est juste qu'ils n'ont pas su faire les arrêts clés au bon moment. Le gardien, Vega, n'a pas su faire les arrêts clés au bon moment. Et la défense n'a pas su arrêter la grosse force offensive de LAFC. Tandis que San Jose n'a pas su mettre les ballons au fond. Chris Sandowski était sur le banc. Il est rentré à 70e minute pour jouer devant avec Danny Hoesen, qui a fait un très bon match, Danny Hoesen, tout comme Christian Espinoza. Malgré un score de 4-0, ces deux joueurs du côté de San Jose ont été très bons. Mais bon, c'était pas une bonne soirée pour les Earthquakes. Et si vous y pensez vraiment, les Earthquakes, ça va très bien depuis le début de la saison. Depuis après les quelques premières semaines de la saison, ils ont très bien fait. Mais là, si on regarde leurs résultats sur les 4 derniers matchs, ils ont 3 défaites et un match nul. Un match nul à domicile contre Columbus. Les 3 défaites se jouent à l'extérieur, à Colorado, à Kansas City, puis maintenant à LAFC. Là, ils vont être contents parce qu'ils ont 2 matchs à domicile. Peut-être qu'ils pourront à ce moment-là se rattraper un peu. Non, on pourrait. Les Earthquakes sont en pleine course pour les séries. Là. C'est un peu le moment de la saison où tu veux pas que ton équipe aille un peu moins bien. Et c'est ça. Et si on continue dans les rivalités, là, de retour à l'Est, cette fois-ci, ça se passait hier, vendredi. C'est Orlando City SC qui accueille Atlanta United. Là. Cette rivalité-là, depuis le tout début, là, Atlanta la domine à 100%. En 9 rencontres, là, si on comprend le match de vendredi, là, c'est 2 nuls et 7 victoires pour Atlanta. Donc vraiment, Orlando City n'y arrive tout simplement pas face à ses voisins du Sud. Et pour toi, Antoine, là, cette rivalité-là, je pense que tu es d'accord avec moi. Il n'y a pas de débat. Hein? Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment une rivalité ou c'est juste des fans qui se détestent, parce que les fans d'Orlando détestent les fans d'Atlanta, et c'est un peu les deux qui sont très bruyants sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a des votes, Atlanta il passe toujours premier parce que les fans d'Atlanta votent en masse. À chaque fois qu'il y a des gens qui envoient des emails pour les podcasts de la MLS, souvent des fans d'Atlanta ou d'Orlando qui se plaignent à chaque fois. Mais ils sont tous les deux du Sud, on va dire, et quand Miami va arriver, je pense que Miami et Orlando auront une plus grosse rivalité. Mais pour le moment, c'est une rivalité plutôt dominée par Atlanta, comme tu dis, et qui se fait plus en tribune que sur le terrain. Par exemple, le All-Star Game était à Orlando, et on a vu que tous les joueurs d'Atlanta étaient boués par les tribunes d'Orlando. Donc c'est très intéressant à voir. Mais oui, non, c'est Atlanta qui domine les débats et a encore dominé cette semaine. Ouais, et toi, Adi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Écoute, cette rencontre, Atlanta a vraiment eu de la chance, mais énormément de chance en gagnant ce match-là 1-0. Je vais dire de la chance, mais après, je pense que le moral du côté de Orlando est au plus bas après cette défaite-là, parce que s'il y a un match sur ces 9 qu'Orlando aurait pu, et jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment ils n'ont pas gagné, c'est ce match-là. Parce que ils ont eu plein d'occasions de marquer. Guzan a fait plusieurs arrêts. La défense était vraiment pas là. Malheureusement, un gros manque de finition pour Orlando durant ce match-là. Et puis, comme d'habitude, du côté de l'Atlanta, ils sont efficaces. Ils ont l'expérience comme on dit ça, c'est une victoire. C'est la victoire du champion, la chance du champion. Qui, quand il est moins bien, quand il joue moins bien, il sort quand même avec les 3 points. C'est exactement ce qui s'est passé avec Atlanta. C'est encore Joseph Martinez qui marque un but, son 12e match avec un but marqué. Pardon, ça fait 12 matchs consécutifs qui marque un but, c'est ce qui est ridicule. 2e meilleur buteur maintenant à MLS derrière Carlos Vela. 8 victoires dans les 9 derniers matchs pour Atlanta, ça va très bien du côté d'Atlanta United, des Five Stripes. Par contre, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce match-là. Orlando a eu 15 chances de marquer. On s'entend, 15 chances de marquer. Qu'est-ce que ça veut dire, chance de marquer? Ça veut dire il y a 15 fois où Orlando était supposé mettre un but. Et puis, ils ont manqué ça. D'un autre côté, Atlanta aurait pu marquer un 2e but aussi. Martinez a eu un poteau. Mais n'empêche, sur le match, Orlando aurait dû se marquer aurait dû gagner ce match-là. C'était vraiment très, très, très dommage. Par contre, ça vient vraiment
mettre un gros frein à l'avancée d'Orlando dans la course aux séries. Orlando se retrouve maintenant, ils avaient fait un match nul à Minnesota, puis ils perdent à domicile contre Atlanta. Donc, ils se retrouvent maintenant 8e, oui, à égalité de points contre l'Impact de Montréal, mais avec un match de plus joué pour Orlando, et à égalité de points avec Toronto, mais 2 matchs de plus joués que Toronto. Donc, ça va être assez difficile du côté d'Orlando. Et juste Oui. pour parler d'Orlando, parce que j'ai vu une interview récemment de Justin Meram qui était à Orlando il y a quelques années, puis qui joue maintenant avec Atlanta, et il était en train de critiquer Orlando en disant que en fait Orlando c'est une équipe qui n'a pas de système, et il disait Sacha Keksten était excellent à New York Red Bulls et maintenant à Orlando il est mauvais. Pareil pour Dom Dwyer, pareil pour Uri Russell, pareil pour Lamine Sané quand il joue en Europe. Je peux pas vous dire que c'est la faute d'Orlando, mais c'est marrant quand même que tous ces joueurs n'y arrivent pas sous le maillot mauve alors qu'ils étaient bons dans d'autres clubs. Donc c'est marrant, il y a des commentaires d'anciens, enfin justement Justin Meram qui joue pour Atlanta et qui dit ça fuelle, comme on dit, ça met de l'essence dans la rivalité et c'est pas mal. Ah, ben ça, c'est un coup bas placé par Antoine à Anthony qui adore James O'Connor. Alors, réponds, Anthony. Non, c'est pas contre l'entraîneur, c'est contre le club en général. Non, mais c'est vrai que quand il pense Orlando, vraiment en général, semble pas si bien géré. C'est vrai que tu vois tous ces bons joueurs, ça n'y arrive pas. Je pense pas que c'est de la faute de l'entraîneur parce que avec même les entraîneurs précédents, ça n'y arrivait pas également. Mais là, avec O'Connor, au moins, ils sont dans la course. Et ça, c'est important de le préciser. Et comme le dit Antoine un peu plus tôt, là, moi aussi, j'ai l'impression que cette rivalité risque de s'atténuer quelque peu dans les prochaines années, puisque lorsque Miami va arriver en MLS, Orlando, ça va être leur rivaux, j'ai l'impression. Et quand Nashville va arriver en MLS, en tout cas dans la conférence Est, ça va vraiment être Atlanta, là, la rivaux principale de Nashville, puisqu'ils sont à seulement 3h30 environ de route qui les sépare, tandis qu'Orlando et Atlanta, c'est un 6h. Donc, Nashville, c'est environ 2 fois moins loin. Donc, géographiquement parlant, là, ça risque d'être assez intense entre les deux clubs. Et si on continue là, à parler de rivalité intense, c'est l'une de mes préférées en MLS. Portland, les Timbers de Portland face aux Sounders de Seattle. Je crois qu'Antoine va en avoir beaucoup à parler puisqu'on le rappelle, son club de cœur, c'est les Sounders de Seattle. Donc, Antoine, pour toi, cette rivalité-là, ça va être la plus belle en MLS? Ouais, bah, en fait, pour moi, c'est déjà celle qui a plus d'histoire parce qu'elle est née en 75 en NASL et dès le premier match, il y avait vraiment des histoires de dingue. Et puis, elle a continué en MLS et c'est pas forcément. Je sais qu'Adi va beaucoup défendre celle entre Montréal et Toronto, mais celle-là a moins le poids politique de celle qu'on a au Canada, mais elle est plus dans les histoires en fait qu'il y a eu depuis l'arrivée en MLS. Par exemple, le premier match, il y a les matchs de coupe où Seattle s'est imposé à Portland en moquant les fans, en simulant les troncs qui tombent. Il y a des matchs qui sont terminés à 9 contre 10, ou enfin 8 contre 10, avec Clint Dempsey qui déchire le carton rouge de l'arbitre. Il y a vraiment plein de petites histoires comme ça qui font que ce derby est dingue. Rien que l'année dernière, franchement, le match de play-off entre Portland et Seattle, malgré la victoire de Portland, je dois dire que c'est un des plus beaux matchs de play-off que j'ai vu de ma vie, avec un retour à 3-2 à Seattle de Portland qui se qualifie finalement après des prolongations, où même les joueurs de Portland pensaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Enfin, c'est vraiment une rivalité qui est folle. Dans les tribunes aussi, c'est absolument le feu, puisqu'il y a des tifos qui sont faits par la Timbers Army à Portland ou ICS Emerald City Supporter du côté de Seattle. Des derbys qui sont gigantesques. Souvent, le stade aussi est plein à 50 000, 100 000 personnes à Seattle, par exemple. Donc, il y a vraiment une rivalité qui a une histoire intéressante, qui s'est jamais arrêtée, qui a continué en USL, après la NSL en USL, puis en MLS, et qui avait lieu ce week-end. Et puis ce week-end, il y avait aussi un événement assez important, c'est que récemment la Ligue a interdit de montrer les messages politiques dans les tribunes pour les fans. Et ça n'a pas plu aux fans de Seattle et de Portland, mais aussi d'Atlanta ou de Columbus, par exemple, qui ont l'habitude de mettre des bannières en disant antifasciste, anti-nazi, et avec un signe qui représente cet antifascisme, qui est trois flèches, et qui s'appelle le Iron Front. Et pour protester contre ça, les fans ont fait environ 10, je crois, 1 ou 2 minutes de silence à la 33e minute. Tout le stade a été complètement silencieux, ce qui faisait très étrange sur la vidéo qu'on peut voir. Et donc voilà, c'est encore une fois
un affrontement historique, parce que c'est la première fois que les fans vraiment se rebellent contre la Ligue et la MLS et ses règles en tribune comme ça. Donc voilà, encore une page d'histoire dans ce derby entre Portland et Seattle. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une des meilleures rivalités en MLS. En fait, si on compte juste dans la MLS en tant que telle, en tant qu'histoire au sein de la MLS et au sein du foot en général nord-américain, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une des plus grandes rivalités, si ce n'est la plus grande rivalité. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce match-là n'a pas été différent, comme tu l'as dit. Tu as mentionné certaines petites choses. Moi, j'aimerais juste mentionner que je ne comprends pas ce qui se passe entre ces deux équipes-là, mais il n'y a aucune des deux équipes qui a envie de gagner à la maison. Ils n'ont pas envie cette année de gagner à la maison. Parce que si on regarde depuis le début de l'année, ils se sont affrontés, mais c'était le troisième affrontement. Le premier, c'était en US Open Cup. Puis Seattle a perdu à domicile contre Portland 2-1. Le 21 juillet, c'était le match aller, donc aussi qui se jouait à Seattle. Portland s'est encore imposé 2-1. Puis maintenant, Portland recevait Seattle, puis c'est Seattle qui s'impose 2-1. C'est quand même assez drôle comme quoi, dans ce genre de rivalité-là, l'avantage du terrain ne compte plus trop. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Pour revenir au match en tant que tel, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Okay? D'habitude, pour ceux qui suivent pas trop ces deux équipes-là, d'habitude, on voit toujours Portland jouer en contre-attaque, Portland être extrêmement défensif, puis Seattle être extrêmement offensif, ou bien si c'est pas extrêmement offensif, mais prendre le jeu en main et vraiment imposer son rythme. Dans ce match-là, ça a été complètement le contraire. Seattle a décidé d'être défensif et ça a complètement déstabilisé Portland. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'imposer en étant beaucoup plus réaliste devant le but. Donc, si on regarde juste la possession était bien plus élevée pour Portland. Le nombre de tirs était bien plus élevé de côté de Portland. Si vous allez regarder juste les statistiques, allez voir les statistiques, vous allez voir Portland a eu toutes les meilleures statistiques dans tous les compartiments du jeu. Par contre, sur le terrain, l'équipe la plus dangereuse a été Seattle, surtout grâce à l'homme du match qui a été Jordan Morris, qui a donné 2 passes décisives sur les 2 buts des siens, le premier de Roldan et le deuxième de Raúl Ruiz-Díaz. Un excellent match à voir, vraiment un excellent match de foot de tous les points de vue. Ça a été extraordinaire. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match-là. Ouais, je suis assez d'accord. Juste pour finir, en plus, c'est une victoire vraiment nécessaire pour les Sounders qui restaient sur 3 ou 4 matchs horribles, vraiment avec sans envie de jeu. Et là, c'était compliqué, c'est pas leur plus beau match de la saison non plus, mais au moins ça fait du bien en moral, je pense. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur cette rivalité-là? J'aimerais rajouter un truc parce que j'ai pas eu le temps d'en parler sur le match d'avant de Orlando et Atlanta. Et je vous conseillerais d'aller voir je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de Joseph Martinez, il a fait une petite vidéo, une petite story où il a marqué, il monte le match, il se filme lui-même en train de regarder le match d'Orlando et Atlanta. Puis il regarde la caméra et il fait Orlando. Puis c'est hilarant. Il se moquait d'Orlando. Vraiment, c'était très, très drôle. Je vous conseillerais d'aller voir ça. Mais juste pour Seattle, pour finir, et du coup, ils gagnent la Cascadia Cup, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a une coupe entre les supporters des 3 équipes. Et à chaque année, les matchs aller-retour entre Vancouver, Portland et Seattle font gagner une coupe. Et cette année, du coup, c'est Seattle qui la gagne avec cette victoire contre Portland. Oui, une coupe qui est gardée par les fans, hein? Donc pas remportée par le club. Parfait. Et si on continue de retour à l'Est, c'est une rencontre qui va se jouer samedi, là. C'est le NYCFC qui accueille les Red Bulls de New York. C'est vraiment une rivalité que la MLS pousse quand même. Là. On la voit souvent en tête d'affiche. Et c'est vraiment une belle rivalité que pour l'instant, les Red Bulls dominent avec 9 victoires contre 4 du côté du NYCFC. Et moi, je me rappelle vraiment d'un 7-0 que les Red Bulls avaient infligé au NYCFC. Là, c'était assez sévère comme résultat. Toi, Antoine, là, même si la rivalité est encore jeune, là, est-ce que tu trouves que c'est tout de même une des plus belles en MLS? Oui, vraiment.
pas le plus belle, mais depuis le 7-0, en fait, ça fait très mal. Oui, comme tu as dit, la MLS pousse vraiment le derby à fond. Ils mettent toujours ce derby en prime time à la télé. Ils essayent de faire en sorte que à New York, il y ait des animations pour fêter un peu la rivalité entre les deux équipes. Mais moi, je suis pas hyper fan de cette rivalité parce que c'est pas forcément mes clubs préférés aussi. Puis en fait, c'est dommage, mais les deux clubs sont en propriété de Red Bull et puis du City Group qui est en Angleterre. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que les deux équipes de New York n'appartiennent pas à New York. Mais c'est une rivalité en tout cas qui est vraiment poussée comme la rivalité de Los Angeles récemment par la Ligue et qui est un bel affrontement en ce moment parce que NYCFC est une des plus belles équipes de l'Est depuis quelques matchs. Et à côté, il y a la New York Red Bulls qui a gagné, comme on le disait plus tôt, contre DC cette semaine. Donc je pense que ça va être un match très serré. Oui, exactement. En fait, oui, c'est vrai que c'est poussé par la MLS, mais moi, j'aime bien ce côté-là parce que c'est des vrais derbies. C'est deux clubs dans la même ville. Et puis, même si la MLS ne poussait pas cette rivalité, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que au sein d'une même ville, avoir deux allégeances différentes, la rivalité aurait été là dans tous les cas. Qu'il la pousse ou non, elle aurait toujours été là. C'est normal. Il y a le club de New York, de Manhattan, contre le club de New Jersey. Déjà, entre New York et New Jersey, ça a jamais été l'amour fou. Et puis déjà, dans l'histoire de ce qu'on a vu, on a vu déjà de gros matchs. On a vu, par exemple, les Red Bulls qui sont partis s'imposer au Yankee Stadium 7-0 en 2016, par exemple. On a vu les Red Bulls s'imposer 4-1 de nouveau en 2016, en juillet, un peu plus tard. On a vu New York City FC s'imposer en 2017. Il y a eu de très bons matchs, des grosses déconvenues avec, bien évidemment, un gros avantage aux Red Bulls, ce qui est normal, avec 9 victoires contre 4 du côté de New York City FC. Mais pour ce match-là, pour cette année-là, moi, je donne un gros avantage à New York City FC parce que pour moi, c'est la meilleure équipe de l'Est, comme l'a dit Antoine. Et j'adore leur doublette d'attaquants avec Castellanos et Hébert. Je trouve que ils sont tellement complémentaires que c'est tellement beau à voir. Et Hébert est tellement bon que je donne un gros plus à New York City FC pour ce match-là. Parfait. Et pour vous, là, c'est rapidement là, un pronostic. Commençons par Antoine. Je sais pas, NYCFC, je pense, va gagner. Moi, pareil, comme je l'ai dit. Ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Moi aussi, je pense que le NYCFC a les qualités pour vraiment là, remporter la rencontre. Et c'est vraiment un match important puisque les deux clubs sont à seulement 3 points, là, même si le NYCFC a 2 matchs en moins. Donc, ça pourrait vraiment être une très belle victoire pour le NYCFC, vraiment aussi pour le classement. Et si on continue, on serait rendu à parler de Toronto-Montréal, mais on va la passer, on va l'aborder en dernier là, pour par la suite parler du prochain sujet qui est Wilmer Cabrera. Donc, passons au Real Salt Lake face au Colorado Rapids. C'est vraiment parfois une rivalité qui passe en dessous des radars, là, mais elle est tout aussi intense que les autres. C'est vraiment une belle rivalité là, qui est là depuis assez longtemps, depuis 2004, si je ne me trompe pas. Il y a eu des affrontements très intenses entre les deux clubs. Antoine, qu'est-ce que tu penses de la Rocky Mountains Cup? Ouais, c'est un peu une petite rivalité entre les deux clubs des montagnes, mais il n'y a jamais eu de gros trucs historiques entre les deux. C'est surtout pour les fans, mais c'est deux petits marchés en plus de la MLS, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur cette petite rivalité, je trouve. Ouais, oui, il n'y a pas grand-chose à dire. N'empêche, juste ces deux équipes-là, Real Salt Lake qui est en pleine course pour les séries, tandis que Colorado, même si elle a des petits bons matchs de temps en temps, est vraiment dernier de l'Ouest. Ouais, donc c'est ça. Donc Colorado, même s'il y a un petit renouveau dernièrement dans la saison de Colorado, c'est quand même une des pires équipes dans l'Ouest, la deuxième pire de l'Ouest. Donc Real Salt Lake devrait s'en sortir, mais point de vue rivalité, c'est une rivalité que les fans ont continué à entretenir. C'est une des premières rivalités. Il en parle très bien, Antoine, dans son article. C'est une des premières rivalités, puis elle est restée grâce aux fans. Donc, c'est important pour les fans. Donc, c'est d'habitude, quand c'est important pour les fans, c'est assez beau à voir. Donc, je suis curieux de voir ce qui va se passer, mais je pense que Salt Lake va s'imposer assez nettement à domicile face aux Rapids. Parfait. Du même avis, Antoine?
Ouais, aussi. Parce que les Rapids, ils sont dans une pente, comme tu dis, Anthony, pardon, Radi, qui est pas énorme en ce moment. Et puis, ils n'ont même pas d'entraîneur, toujours. Enfin, c'est toujours avec l'entraîneur adjoint. Donc, il y a pas grand-chose pour les Rapids à se mettre sous la dent. Et je pense que RSL, ils vont profiter de ces matchs pour magasiner des points. Ouais, je suis d'accord avec vous. Vraiment, le Real Salt Lake, c'est une équipe que j'aime bien à l'Ouest. Et vraiment, là, cette saison, avec le départ de Mike Petke, vraiment, l'adjoint a pris la relève, là, Freddy Juarez, si je ne me trompe pas. Et Oui. vraiment, là, on dirait que ça a regonflé à bloc le Real Salt Lake. Et vraiment, ils semblent motivés là, parce que je crois qu'ils aiment vraiment leur entraîneur adjoint désormais leur entraîneur-chef. Et vraiment, ça apparaît dans le jeu. Là, ils sont motivés. J'ai rarement vu le Real Salt Lake aussi en forme, puisqu'ils sont présentement en 5e position. Là, on les a rarement vus si haut dans les dernières années. Donc, ça fait du bien à voir. Et si on continue, là, c'est une toute nouvelle rivalité qui a débuté la saison dernière en US Open Cup. C'est le FC Cincinnati qui reçoit le Crew de Columbus. C'est vraiment une rivalité intense, même s'il y a eu seulement 2 matchs entre les deux clubs. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Ouais, c'est une future grande rivalité, je pense, parce que Columbus, c'est une franchise historique puis miraculée. Elle devait être relocalisée, c'est pas fait. De l'autre côté, il y a Cincinnati avec 30 000 personnes dans le stade souvent et puis des fans un peu fous. C'est juste dommage que Cincinnati et Columbus galèrent un peu en ce début de saison, enfin, pardon, en cette milieu de saison déjà, voire fin de saison, parce que ça gâche un peu le goût du derby qui aurait pu être beaucoup plus intéressant. Mais bon, c'est un derby qui va petit à petit se construire et qui a déjà 2-3 affrontements, dont un affrontement en coupe lorsque Cincinnati était déjà en USL, qui était assez fou et on a hâte de voir un peu les futurs matchs de cette rivalité. Ouais, moi, c'est un des matchs que j'ai vraiment envie de voir parce que c'est deux équipes qui n'ont pas grand-chose à jouer cette saison. Les deux sont les deux dernières de la conférence Est. Et je pense que le fait d'enlever la pression du résultat, point de vue comptable, c'est vraiment, en fait, tu es en train de gagner un peu le fait de pouvoir te moquer de l'autre. Et c'est ça qui fait en sorte que ça fait de bons matchs d'habitude. Deux équipes qui ont vraiment beaucoup de mal à développer de belles choses. Mais j'ai hâte de voir avec le nouvel entraîneur de Cincinnati, le Néerlandais. Je ne me rappelle plus de son nom. J'ai Ron hâte. Chance. Oui, Ron Chance, lui. je crois. Voilà, lui. J'ai envie de voir Ron Jans, j'ai envie de voir ce qu'il va être capable de faire face à Caleb Porter. Ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une des rivalités les plus folles de la MLS dans les prochaines années parce que, juste pour vous dire, le nom de la rivalité, c'est Hell is Real, donc l'enfer est vrai. Et c'est sur l'autoroute qui relie les deux villes. Il y a une pancarte où c'est marqué Hell is Real. Puis c'est vraiment magnifique parce que les supporters, c'est eux-mêmes qui ont fait cette rivalité-là. C'est pas la MLS, elle n'est pas poussée, ni rien du tout. C'est les supporters qui s'aiment pas du tout. Puis j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et puis un truc intéressant aussi, pardon, c'est juste que certains fans de Cincinnati, ou pardon, certains fans à Cincinnati étaient fans du Columbus au début parce que c'est l'équipe la plus proche. Et la MS pousse un peu avec quelques vidéos, mais même les équipes entre elles poussent pour essayer de gagner la rivalité de l'Ohio. Donc c'est très intéressant de voir comment, enfin si Columbus va avoir un nouveau stade dans 2-3 ans, je crois, ça va être très intéressant de voir si Columbus va réussir à rassembler autant de fans que Cincinnati et avoir des résultats au niveau de la folie des supporters, parce que Cincinnati est vraiment connu pour ça. Juste pour appuyer ton point, Antoine, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une pub sur Cincinnati pour appuyer ton point. Cincinnati a fait une campagne marketing que si jamais vous allez à un magasin qui vend des maillots ou quoi que ce soit, des accessoires de Cincinnati, et que vous échangez votre maillot de Columbus, à ce moment-là, vous avez 30% off sur la marchandise que vous achetez. C'est quand même magnifique. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est beau. Et si vous aviez un pronostic, Adi? Moi, je dirais la foule va porter Cincinnati, qui va l'emporter à Cincinnati face à Columbus. Parfait. Ils sont Antoine? Ouais, je pense aussi, à l'arrache. Mais Cincinnati. Parfait. Et moi aussi, je vais dire Cincinnati. Je crois vraiment que le Nippert Stadium, surtout avec une rivalité, là, risque de faire la différence. Et on va continuer un peu plus au sud. Là, c'est la rivalité entre Dallas et Houston, la rivalité du Texas.
c'est également une des plus vieilles rivalités en MLS, là. On sent que c'est toujours intense, là. Notre cher collègue Léo Villemain, là, c'est toujours le match qui l'attend. Il déteste Houston. Toi, Antoine, cette rivalité-là, est-ce que tu as l'impression que c'est une des plus intenses en MLS? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fans dans les deux stades. Donc, ça gêne un peu le côté porteur de la rivalité. Mais c'est sympa, c'est le Texas. Donc, le gagnant remporte un vieux canon, une sorte de réplique d'un canon du XVIIIe siècle. Donc, c'est toujours intéressant de voir ces deux clubs s'affronter. Surtout quand on a un peu un moment charnière de la saison pour Dallas pour essayer d'accrocher les playoffs. Houston pour essayer de voir si virer le coach a été une bonne idée. Et donc, voilà, c'est un match qui va être intéressant. Mais la rivalité manque une grosse chose. Ce sont des supporters fou, même si ceux de Houston et Dallas font parfois de beaux tifos, mais j'ai hâte de voir le Austin FC entrer dans la ligue et un peu remodeler les rivalités du Texas. Ouais, ça va être la Cascadia Texas Cup. Toi, Adi, cette rivalité, tu en penses quoi? Très sérieusement, c'est une rivalité. C'est au Texas. C'est deux clubs qui s'aiment pas. Le peu de fans des deux côtés, ils s'aiment pas du tout. C'est quand même un beau match. Il y a eu de très bons matchs durant les années. Et je pense que la seule chose, c'est que Houston est complètement perdu dans cette année en championnat. Vraiment un peu lâché. Je doute. Ce serait très, 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 très surprenant qu'ils fassent les séries. C'est quand même assez loin de la lutte qui est en train de se dérouler. Tandis que Dallas est en plein dans cette lutte-là. Le match se joue à Dallas aussi. Moi, je vois bien Dallas s'imposer avec plusieurs pépites du côté de Dallas contre une équipe de Houston qu'on commence à connaître, de très bons attaquants, sauf que très bons attaquants, un bon milieu de terrain, puis une défense extrêmement poreuse. Donc, bref, non, un plus pour Dallas. Puis, ouais, c'est l'équipe en plus que j'aime le plus d'entre les deux. Je suis plus Dallas que Houston de mon côté. Parfait. Et toi, Antoine? Je pense que oui, Dallas va s'imposer. Et je dirais pas largement, mais en tout cas, sur le papier, ils ont des bons joueurs et en ce moment, ça va. Donc, je pense que ça va passer pour Dallas. Parfait. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme le sentiment que Houston va faire la différence. Ils viennent tout juste de changer de coach et tout. Donc, moi, j'irais pour une victoire de Houston, là, mais je suis pas à 100% confiant. Tu veux faire original, c'est ça? Tu essaies de faire original, c'est ça? Ouais. Donc, si c'est Houston qui le remporte, je vais être assez fier. Et si on continue, là, vraiment récemment, c'est une des plus grandes rivalités en MLS. C'est le LAFC contre le LA Galaxy. C'est vraiment une rivalité qui est tout jeune, mais qui est tout intense également. C'est vraiment, là, elle ne cesse de nous surprendre. C'est sûr qu'avec la petite touche du Zlatan, ça l'aide. Mais toi, Adi, commençons par toi cette fois. Tu t'en penses quoi de cette rivalité-là, 100% Los Angeles? C'est un peu dans le même style que New York. Quand c'est deux équipes qui jouent la même ville et qui jouent à la même ville, surtout il y a une équipe qui est plus centrale en centre-ville, l'autre qui joue un peu plus dans la banlieue de la ville. Donc Los Angeles FC est plus central, tandis que le LA Galaxy est à Carson, donc un peu plus dans la banlieue. Ça fait en sorte que ça crée des rivalités intenses. En plus, dans les matchs, bien évidemment, on a vu le premier El Trafico, c'est comme ça qu'on l'appelle, le fameux but de Zlatan Ibrahimovic avec son fameux doublé. Ça fait en sorte que cette rivalité elle commence à porter tout son poids et à montrer que effectivement c'est une belle rivalité, c'est quelque chose qui fait du sens. Il y a eu que de bons matchs. On a rarement vu, il y a eu juste 4 matchs dans cette rivalité-là, mais c'est toujours des matchs à beaucoup de rebondissements. D'un autre côté, on a deux équipes avec beaucoup de stars des deux côtés. Donc, tu as Zlatan, tu as Pavon du côté de Galaxy, tu as Vela, tu as Rossi du côté de LAFC, plus les autres qui sont aussi tout aussi bons. Très très hâte à voir cette rivalité-là. Par contre, je pense qu'il n'y a personne qui peut arrêter LAFC cette année. Donc, pour moi, une victoire assez probante pour LAFC qui, sur les 26 matchs disputés, ont juste perdu 3, 19 victoires. Je vois très mal LAFC échapper ce match-là à domicile. Même avec Zlatan? Même avec Zlatan. Zlatan va un peu moins bien sur les derniers matchs. Même s'il est quand même toujours aussi bon, oui, il a même marqué dans le dernier match contre Seattle 2 buts.
sur le jeu, c'est tellement basé sur Zlatan, le jeu du Galaxy, que non, je m'attends à une victoire assez grosse de LAFC. Parfait. Et toi, Antoine? Moi, je m'attends à un match nul parce que s'il y a une équipe qui peut arrêter les LAFC, justement, c'est Galaxy. Les LAFC n'a jamais réussi à les battre, le Galaxy. Pour l'instant, les Trafico, il est dominé par Galaxy et c'est impressionnant parce que c'est pas normal. Les LAFC, c'est vraiment la meilleure équipe de MLS, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire de ce Galaxy. Et très hâte de voir ce match. Franchement, c'est une des plus belles rivalités depuis quelques années en termes de hype et en termes de beauté des matchs. Les matchs ont été excellents depuis le début de la rivalité. Il y en a eu 4, mais à chaque fois, c'est des bijoux. Et que ce soit Zlatan ou Vela, à chaque fois, les grands joueurs sortent des matchs incroyables. Donc, très hâte de voir ça. Et je dirais un match perso. J'aimerais juste ajouter la raison pourquoi Galaxy a remporté la plupart des matchs. Faut pas oublier que sur les 4 matchs joués, il y en a 3 qui ont été joués à Galaxy. Le seul match joué à LAFC, c'était le fameux 2-2 où c'était encore la première année de LAFC en MLS. Les stats à ce moment-là, je les prends avec une petite pincée de sel. Quand même. Ah bah c'est qui disait que pour Portland et Seattle, c'était pas important l'extérieur ou le domicile. Perso, je pense que ça n'a pas trop d'importance. C'est la même ville en plus, le déplacement n'est pas long. Et puis le premier match, en plus 2-2 là, c'est Galaxy qui avait rejoint, qui avait fait un comeback extraordinaire. Franchement, je pense que c'est pas aussi important que sur d'autres rivalités là. Surtout que les stats sont pas énormes non plus. Tu viens de m'avoir à n'en plus finir là. Tu m'as fait ramasser ma merde, tu me l'as fait avaler. Et avec raison. Mais d'un autre côté, de ce côté-là, j'aimerais souligner quand même que le stade de LAFC est tellement magnifique et l'ambiance est tellement folle. Pour moi, 10 fois plus folle que le stade du Galaxy, que je pense que ça pourrait peut-être jouer un peu plus en faveur de LAFC, même si je me contredis sur le dernier affrontement. Ouais, je t'embête un peu. Mais t'as raison. Si les fans du LAFC vont faire la même chose que les fans de Portland, parce qu'ils étaient très touchés aussi par la polémique sur les drapeaux. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, moi je dirais match nul. Et toi, Anthony? Moi, je dirais victoire du LAFC. Vraiment, il semble inarrêtable en ce moment. Donc, non, moi, j'irais pour le LAFC. Et pour la dernière rivalité, là, c'est Toronto-Montréal. Malheureusement, Antoine doit nous quitter. Vraiment, Antoine, merci pour ton temps passé à l'émission et je te souhaite une bonne fin de journée à toi. Ah ouais, j'ai 5 minutes, donc si tu veux en parler très rapidement du Cali. Ouais, on va commencer, on va commencer comme ça par Antoine directement, et comme ça il pourra parler, donner son petit truc, puis il écoutera pas ma réponse, il écoutera plus tard. C'est ça. Non, mais pour la rivalité, je pense que Ali, tu poseras mieux le contexte parce que je sais qu'on a une haine entre les deux équipes. Mais sur le fait que voilà, l'impact, en plus, c'est un moment charnière pour eux, vu l'arrivée de Wilmer Cabrera. Et je tenais à dire, avant que vous donniez votre avis, que perso, j'aurais préféré que Garde reste. Mais je pense que Wilmer Cabrera, le nouvel entraîneur, n'est pas aussi mauvais qu'on le prête. Et j'aime beaucoup son style de jeu et ce qu'il a fait avec Houston avec des moyens très réduits. Mais c'est en tout cas une rivalité qui est très intéressante à chaque fois. Il y a toujours des affrontements un peu fous, surtout en Coupe Caline Championship, la Coupe du Canada, et puis on a vu qu'ils seront aussi en finale cette année tous les deux ensemble. Donc en tout cas un match qu'il ne faut pas rater. Et je suis désolé de vous quitter, et j'espère que vous parlerez en bien de cette rivalité, mais j'en suis sûr. Et de Wilmer Cabrera. Je sais qu'Adi, tu n'aimes pas du tout. Oui, effectivement, je vais le cacher à personne. Wilmer Cabrera, c'est vraiment un entraîneur, je l'ai dit assez souvent ici sur Culture Soccer, c'est un entraîneur que j'aime pas, je le trouve pas bon, je trouve qu'il a plusieurs décisions qu'il a prises que j'ai jamais trop aimé du côté de Houston. C'est un entraîneur qui joue beaucoup l'attaque et l'offensive, mais parfois en oublier le fait qu'il faut défendre. Je comprends quand il nous reste 10 à 15 minutes dans le match, que tu mettes toute ta force quand tu perds 2-1 pour remporter, parce que perdre 2-1 ou perdre 3-1, c'est à peu près la même chose. Je comprends très très bien, mais quand tu es en train de jouer à domicile, que c'est encore 0-0, que tu attaques à n'en plus finir et que tu manges 2, 3, voire 4 buts, j'aime pas trop ça. Même chose à l'extérieur, des fois il va un peu trop offensif à l'extérieur. C'est un entraîneur, il faut pas oublier, Wilmer Cabrera, qui a juste remporté 5 matchs en 2 ans et 3 quarts avec Houston, 5 matchs à l'extérieur, ce qui est un nombre de matchs tellement réduit et que ça me rend
fou. Après, j'espère que, bien évidemment, Antoine dit qu'il avait des moyens limités, et je le crois. Je donne la chance au coureur pour son match pour sa période avec l'Impact de Montréal. J'espère qu'il va me faire mentir. Je suis pas excité du tout. Par contre, je commence avec un capital -5 au lieu de commencer avec un capital 0 pour voir ce que ça va donner. Oui. Pardon. Juste pour, en tout cas, je trouve que pour l'Impact, ça montre sur quel futur ils vont aller. Parce que c'est vraiment un mec qui s'occupe des jeunes. À Houston, il est vraiment toutes les stars qu'il a recrutées, elles avaient moins de 25 ans. Il a été entraîneur des je crois, U17 américains ou U15 avant d'avoir rejoint Houston. Donc, c'est un peu préoccupant pour l'Impact, en tout cas pour ceux qui voulaient que ça devienne une grosse franchise. Parce que clairement, avec Wilmer Cabrera, c'est un système de jeu basé sur le contre avec des ailiers rapides et avec des jeunes, je pense, parce qu'il est bon dans le développement de jeunes. Et voilà, si vous attendez à un gros changement tactique et un superbe jeu léché comme Garde voulait faire de base, c'est pas pour demain. Non, mais c'est vrai. Mais n'oublie pas aussi que Cabrera, on ne connaît pas la longueur de son contrat. Hein. Donc, ils disent, le président, quand il a fait la présentation de Wilmer Cabrera avec l'Impact de Montréal, il a dit on est tous des entraîneurs, on est tous intérimaires. Donc, il n'a pas voulu confirmer la longueur du contrat. Moi, je pense que c'est un contrat de 9 matchs avec une clause en disant tu te qualifies aux séries, tu gagnes le championnat canadien. Si tu fais les deux, à ce moment-là, tu as 2 ans de contrat. Si tu fais un des deux, tu as 1 an de contrat. Si tu rates dans les deux, bye bye, tu t'en vas. C'est ce que je pense qui va se passer du côté du contrat. Donc, il faut voir... Il faut faire attention à ce qu'on pense. Est-ce que c'est un plan long terme, Wilmer Cabrera, ou non? Je pense qu'il a tout approuvé sur ces 9 derniers matchs. On va voir ce que ça va donner. Pour revenir à la rivalité, la fameuse rivalité entre Toronto et Montréal, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une rivalité entre 2 villes. C'est une rivalité très intense entre 2 villes qui a commencé pas en foot, mais qui a commencé, bien évidemment, il y a très, très longtemps, entre l'Angleterre et la France. Il y avait le côté français qui était, point de vue Montréal, qui était une ville française, et le côté anglophone à Toronto, où, en fait, c'était même des Américains qui sont venus s'installer à Toronto parce qu'ils voulaient fuir. Ils n'étaient pas très contents de ce qui se passait aux États-Unis d'Amérique, puis ils sont venus s'installer à Toronto. Et ça a toujours été cette rivalité-là entre ces 2 villes-là. Donc, la rivalité de langue, la rivalité de 2 provinces complètement différentes, le Québec et l'Ontario, la rivalité entre la capitale économique du Canada qui est Toronto, puis le côté un peu la capitale européenne un peu du Canada qui est Montréal, qui représente un peu plus le côté un peu plus relax européen par rapport au côté extrêmement business de Toronto. Donc, il y a, point de vue, une rivalité culturelle. Il y a aussi une rivalité qui est encore plus intéressante, et elle a commencé dans le sport avec le hockey, où les 2 équipes se détestaient, ils ont eu des rivalités énormes, mais ça s'est suivi en foot. Et cette rivalité-là, elle dure elle a commencé depuis que Toronto a été créé. On se rappelle bien évidemment de la fameuse victoire en championnat canadien de Toronto à Montréal sur le score de 6-1. On se rappelle après coup de la fameuse victoire de Montréal face à Toronto à Montréal aussi sur le score de 6-0 quelques années plus tard. On se rappelle de la fameuse finale de la conférence de l'Est en 2015 entre les 2 équipes, extraordinaire, qui a été gagnée sur l'ensemble des 2 matchs 6-5 par Toronto. C'est une rivalité très intense. Point de vue, les supporters se détestent, mais royalement. Il y a eu plein d'affrontements entre les supporters, beaucoup plus pacifiques que ce qu'on voit en Europe, mais quand même, c'est vraiment beaucoup d'histoires entre ces 2-là, point de vue politique, culturel, point de vue linguistique, point de vue football, point de vue sport. C'est tout, c'est un tout. Puis je vous conseille un très belle vidéo qui a été faite par la MLS pour présenter ce derby-là. Une vidéo d'à peu près 11 minutes et demie. Et on comprend un peu mieux la rivalité entre les 2. Il y a des journalistes qui parlent et qui même se jettent des petites piques à droite et à gauche. En tout cas, c'est très intéressant et c'est une rivalité extraordinaire. Pour ce qui est du résultat, pour moi, si je vais aller avec mon cœur, je dirais un match nul. Si je vais être logique et je vais être le plus objectif possible, je dis victoire de Toronto.
Parfait. Et même, tu parlais que au soccer, la rivalité a même commencé en 1981. On retourne à l'époque de la NASL. C'était les Blizzards de Toronto face aux Manics de Montréal. Donc, vraiment, même en soccer, là, ça a commencé il y a plus on va dire, il y a plus de 35 ans. Là, donc, c'est assez exceptionnel. C'est beau à voir, surtout en Amérique du Nord, voir une rivalité avoir été créée en 1981. Là. C'est pratiquement il y a aussi longtemps que Portland-Seattle. Donc, c'est intense cette rivalité. C'est la rivalité la plus intense au Canada, j'ai l'impression, tout sport confondu. Parce que ces derniers temps, même au hockey, la rivalité pour le Montréal, c'est pratiquement rendu Boston, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment, selon moi, la rivalité la plus intense, 100% canadienne dans le sport en ce moment. Et vraiment, là, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que Toronto risque de s'imposer, malheureusement. Pour toi, Adi, car vraiment, de un, Cabrera à l'extérieur, c'est 0. et, Ouais. et de deux, j'ai l'impression que l'Impact passe un moment difficile. Là. C'est pas pour rien que Garde a été limogé. Donc, vraiment, si l'Impact vraiment y arrive là, à Toronto, là, ça va être vraiment pour l'aspect motivation, l'aspect chance, le premier match du nouveau coach et tout. Mais vraiment, si je me fie aux qualités des deux clubs, là, je mettrais un petit plus à Toronto, surtout qu'ils sont à domicile. Bah, en tout cas, j'espère que le cœur va l'emporter et que l'Impact va gagner. Je m'attends pas à beaucoup de changements dans la formation de l'Impact. Beaucoup pensent que Cabrera va venir et révolutionner le tout, ce qui va pas être le cas selon moi. Les joueurs que Garde mettait sur le terrain devraient, bien évidemment, si on compte, on enlève les blessures, devraient être aussi mis sur le terrain par Cabrera. Je suis curieux, est-ce qu'on va avoir le fameux choc psychologique où un nouvel entraîneur arrive, puis l'équipe est un peu galvanisée, puis fait en sorte de s'imposer ou bien de faire un très bon résultat à Toronto? Ben, je l'espère pour moi et pour l'Impact de Montréal. Mais en tout cas, ça va être un match très intéressant. Pour moi, c'est la rivalité la plus intense en MLS maintenant. Je sais que Antoine aurait aimé être là pour me dire que c'est pas vrai, c'est Portland-Seattle. Non, je pense que cette rivalité-là dépasse ça parce que de par tout ce que j'ai dit auparavant, par le fait que c'est pas juste une rivalité floue, c'est une rivalité de tous les côtés, de tous les aspects. En tout cas, un très très bon match à voir. J'espère vraiment que demain, dimanche, je ne serai pas en train de pleurer. Et on verra par rapport à ça. Pour revenir sur Cabrera, j'aimerais avoir ton avis un peu là-dessus, toi, Anthony. Qu'est-ce que tu penses de Cabrera? Est-ce que t'es team Hadi ou t'es team Antoine? T'es pro Cabrera ou t'es anti Cabrera? Est-ce que ou bien t'es juste neutre parce que tu veux pas te diviser, tu veux pas donner une préférence à tes deux collègues et co-rédacteurs en chef de Culture Soccer? Mais moi, d'un sens, je crois que depuis le tout début de l'Impact, les fois qu'ils se sont rendus le plus loin, si je peux dire, en playoff, c'était lorsqu'ils jouaient un jeu en contre. Donc, je crois de ce côté-là, même si c'est peut-être plate à entendre pour toi, Adi, mais je crois que le style de Cabrera peut quand même bien marcher avec l'Impact. C'est sûr que défensivement parlant, c'est 0. Mais vraiment, je suis vraiment entre les deux. Il y a un côté de moi qui me dit Cabrera, il est habitué de jouer avec peu de moyens, ce que l'Impact fait en ce moment. Mais de l'autre côté, vraiment, si tu vas être bien placé dans le classement, ça te prend des victoires à domicile. Pas à domicile, à l'extérieur. On l'a vu en début de saison avec l'Impact, ça leur a donné vraiment un bon coussin. En début de saison, lorsqu'ils ont remporté des victoires à domicile, comme face à San Jose en début de saison. Donc vraiment, je suis vraiment mitigé. J'ai hâte de voir, mais vraiment, je suis un peu plus de ton côté, Adi. On va dire, je suis 60-40 de ton côté. Ah bah excellent, excellent. En tout cas, je suis curieux et j'espère que Antoine aura raison parce que finalement, ça reste mon club, Montréal, c'est ma ville, c'est mon club, c'est tout pour moi. Donc oui, non, effectivement, j'espère très très sincèrement me tromper et voir Cabrera porter l'Impact le plus loin possible et le plus loin possible en playoffs. Moi,
je serais un homme extrêmement heureux si c'est le cas. Donc, d'un autre côté, je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si jamais il va me faire mentir. Je doute fort, mais on verra. Dans tous les cas, comme on a dit, il n'y a pas de contrat long terme qui a été donné à Cabrera. Donc, voilà. Au moins, pour les dénigreurs de Cabrera comme moi, il n'y a pas de gros risques. L'Impact de Montréal a décidé de faire ce changement parce qu'il sentait que Rémi Garde ne tenait plus un peu trop le vestiaire. Et est-ce qu'ils ont raison ou non? Moi, je fais pas partie du vestiaire pour le savoir exactement, mais les résultats donnent raison à cette décision. Après, on peut discuter par rapport au timing de la décision. Mais les résultats sont quand même assez probants envers cette décision-là. Non, en tout cas, on verra. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très bonne. J'ai hâte à cette soirée qui s'annonce passionnante samedi. Je vais regarder le plus de matchs possible, bien évidemment. Et voilà. Parfait, oui, et ça a déjà été le moment de conclure. Un bel épisode sur les rivalités, hein. Mais la morale à avoir, là, cher auditeur, à la fin de cet épisode, c'est toutes les rivalités peuvent être intenses. Il faut pas trop les comparer, vraiment juste profiter de chaque match qu'on a. Vraiment, là, c'est des belles rivalités. Je crois qu'on retourne en arrière de 20-25 ans et je crois qu'on n'aurait pas pu demander mieux, là, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, d'avoir des rivalités aussi intenses. Ça joue bien lors de ces matchs-là. Par exemple, on regarde la LFC et les Galaxy, c'est toujours des matchs magnifiques. Les Red Bulls contre la NYCFC, c'est tout le temps des matchs qui... on ne sait jamais le score qui peut finir. Ça a déjà fini 7-0. On regarde un Toronto-Montréal que c'est vraiment les villes qui s'affrontent. C'est beau à voir et je crois que la MLS en est quand même pour beaucoup. C'est vraiment, là, ça a du beau jeu, ça a des belles franchises et vraiment, là, on peut pas demander mieux. Et d'ailleurs, là, si vous adorez là, le soccer 100% canadien comme Toronto et Montréal, là, je vous invite à aller voir le nouveau podcast de Adi Raphaël et Daniel Cameron, CS à l'érable. Ça parle pas principalement de Toronto et Montréal, mais ça parle surtout du soccer canadien. Donc, tout ce qui est Première Ligue canadienne, championnat canadien, les clubs canadiens en CONCACAF. Adi et Daniel vont pouvoir vous en parler avec plaisir. Et ils ont souvent des invités dont j'ai eu la chance de faire partie il y a quelques semaines. Donc, si vous vous intéressez au soccer canadien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous n'en savez pas trop sur le soccer canadien, je vous invite à au moins donner la chance à CSLRF. Je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Là. C'est vraiment fait par deux passionnés qui risquent de vous faire aimer le soccer canadien. J'en doute pas. Et pour le reste, là, je vous souhaite vraiment une bonne semaine à tous et vraiment, n'hésitez pas à partager et commenter le contenu. Ça nous fait toujours plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous.